Faut pas oublier que nous, entrepreneurs de ces 10 dernières années dans la tech, on est financé à coût de centaines de millions d'euros pour générer de la croissance. Je ne veux pas sous-estimer le mérite qu'on a. C'est juste que on est les entrepreneurs les plus chanceux de ces 100 dernières années, je pense. Il y a eu énormément d'argent injecté sur ce marché et aller générer de la croissance à coût de dizaines de millions d'euros, c'est moins compliqué que le faire sans ces dizaines de millions d'euros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Jason, cet épisode, il est pour toi. Hello tout le monde, on va passer une heure assez géniale, vous allez voir, en compagnie de Benjamin Gagnaud. Ce nom vous dira peut-être quelque chose. Il s'agit du CEO et co-founder d'une des belles histoires de la French Tech ces dernières années, Ornicar. Benjamin, c'est un personnage assez charismatique de la tech en France, un type authentique qui mâche pas ses mots, dont la transparence est précieuse. Les deux pieds dans la terre, le cerveau dans les chiffres, tous ceux qui sont dans la tech ou dans l'entrepreneuriat vont apprendre beaucoup de cet échange. J'ai envie de comprendre les clés du succès d'Ornicar. Et à travers ce succès, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience et les learnings de Benjamin. Après ces plus de 8 années, je crois, à bord d'une fusée qui l'ont amené à vivre pas mal d'émotions, des années folles, des années dures, parfois très dures, dans lesquelles il a beaucoup appris de l'entrepreneuriat, du financement de start-up. J'ai envie de dire beaucoup appris sur lui aussi, la gestion de crise, le management, la mise en œuvre d'une vision, de sa définition, beaucoup de choses sur lui et sur ses compétences. Et c'est tous ces éléments-là que j'ai envie de comprendre aujourd'hui. Donc salut Benjamin, merci de me faire l'amitié de passer au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey, avec plaisir. Très heureux d'être avec toi et tes auditeurs pendant ce petit moment. Parle-moi de ton parcours, toi, du Benjamin avant Ornicar. Tu viens d'où? T'as grandi où? T'as fait quoi comme études? Et t'avais quoi comme aspiration ou comme idée à la sortie de tes études? Alors, donc moi, Benjamin Gagnaud, je suis né dans une ville du centre de la France qui s'appelle Châteauroux, où j'y ai passé mes premières années, jusqu'en pension. En seconde, j'ai été en pension en banlieue parisienne à Rueil-Malmaison, dans un pensionnat qui s'appelle Passy-Buzinval. Voilà, quand tu nais à Châteauroux et que tu grandis à Châteauroux, effectivement, arrivé à un moment où tu as fait un peu le tour, et quand tu en as la possibilité, c'est vrai que c'est cool d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, j'ai vécu une enfance absolument merveilleuse. On peut pas dire qu'on était dans le besoin. Hein. On a toujours été, moi, je viens d'une famille aristocratie, vieille France, et en même temps des parents agriculteurs. Ouais. Et donc voilà. Pas du tout dans ton univers au départ, en tout cas. Pas du tout. Exactement. Et voilà, donc un univers catholique, etc. Et puis très vite, je suis parti donc en seconde en pension à Paris. Je suis le dernier, donc je suis le Benjamin d'une fratrie de 4 enfants, 2 frères et une sœur. On a tous fait le même schéma, départ en seconde, en pension à Paris ou à côté. Et donc voilà, il était évidemment pas question que je déroge à la règle. Et voilà. Donc 3 ans de lycée en pension à Passy-Buzinval. Et puis ensuite, moi je suis quelqu'un d'assez feignant, donc je fais toujours le nécessaire, le strict minimum pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et donc, je ne redouble absolument jamais. Je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Donc, il était inconcevable pour moi que je perde une année à refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Et voilà. Donc, je jaugeais l'effort en fonction de la moyenne. On comprend que tu étais à la limite à chaque fois, mais que ça passait. Exactement. Élève médiocre. Mais voilà, je faisais ce qu'il fallait pour que ça passe. Parce que je suis feignant, mais je suis tellement feignant que je ne referai pas une année parce que je suis impatient. Voilà, donc j'ai mon bac économique et ensuite, comme je suis feignant, je candidate à des écoles de commerce post-bac en me disant bon ça va le faire. Bon ça l'a pas fait du tout parce que j'ai même pas été pris aux euros, donc j'ai même pas eu l'occasion de faire les euros, donc je me retrouve dans un BTS commerce international et puis 2 ans où là pour la première fois de ma vie je suis première et dernière fois de ma vie, je suis première classe et donc ça se passe très bien le BTS et après je fais admission parallèle. Et j'intègre en bac+3 l'école de commerce de Marseille qui s'appelait Euromed à l'époque, qui s'appelle Kedge aujourd'hui. Et c'est là le lien avec Marseille où tu découvres cette belle ville. Exact, je découvre cette magnifique ville qui est devenue ma ville de cœur.
Je passe beaucoup de temps et tellement que je vais y habiter. Et donc, je suis justement en ce moment en projet d'acquisition de maison pour pouvoir y déménager. Bon. Donc voilà, une enfance assez classique. Voilà, un lien effectivement avec la campagne assez fort. Je rentre très souvent à Châteauroux voir mes parents puis ma mère, parce que je perds mon père à l'âge de 14 ans quand je suis en seconde. Et voilà, ce qui participe certainement à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et avec des épreuves pas toujours marrantes, mais c'est la vie. Et voilà. Et donc me voilà mon diplôme d'école de commerce en poche. Alors école de commerce, comme toutes les écoles, on n'est pas tué de travail, hein, et donc très rapidement, je me dis qu'en fait, j'étais en vacances le mardi à midi, enfin en week-end, le mardi à midi, donc ça fait beaucoup de jours à tuer, avec beaucoup de dépenses parce que tu vas boire des coups, etc. Et donc je me dis bon bah c'est plus possible, et avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme, on décide de se prendre en main et on finit nos études en alternance. Là, super expérience. Donc moi chez SFR. Où là, contrairement à tous mes potes qui effectivement faisaient la teuf dès le mardi soir, moi je dis mais en fait moi je viens pas de prépa, j'ai fait un BTS, je suis pas non plus tué au travail au BTS. Il serait peut-être temps un jour que je me mette à bosser et que je prépare ma vie professionnelle. Et donc c'est comme ça que je me retrouve alternant chez SFR, hyper sympa. Pour le coup, je suis pas celui qui a le plus de temps libre, mais je suis certainement celui qui a le plus d'argent de mes potes parce que payé grassement par SFR, école payée par SFR, voiture de fonction, etc. Donc un vrai rentier marseillais à l'époque. Et voilà. Et à la fin, l'objectif de cet apprentissage était de pouvoir... Ouais. Et de ponctuer ça à la fin, c'était vraiment, on veut, avec ma copine qui est ma femme, encore une fois, on veut voyager, donc on se prend 9 mois de break. Alors, tout le monde se fout de ma gueule parce qu'un break après une école de commerce, c'est vraiment une blague. Mais on voyage en Asie du Sud-Est et en Australie, financé par l'argent qu'on avait gagné pendant l'apprentissage. Donc voilà, et me voilà en 2012 où j'ai cramé toutes mes économies et maintenant il faut chercher un boulot. Nous voilà revenus en France, à Paris. Et Ornica pour arrive commencer à quel ma vie moment? professionnelle. Et Ornica arrive 18 mois après ça parce que là je trouve un boulot de commercial dans une boîte de fibre optique noire. Bref, un produit très tech que j'ai jamais vraiment compris et j'étais censé vendre ce produit, j'ai toujours pas compris. C'est c'était très technique. Et donc je me suis pas vraiment épanoui. Voilà, j'ai pas eu des relations hyper cool avec la direction. Et donc au bout de 14 mois, je me suis barré. Et je me suis barré parce que mon ex-associé est venu me voir en disant viens, on monte une boîte ensemble. On va regarder ce qui se fait dans l'auto-école. Moi je lui dis bah parfait. Je me fais chier dans mon taf. J'ai pas d'enfant. J'habite dans 19 mètres carrés avec ma femme. Je suis marié. Et donc ça me coûte pas très cher parce que les 19 mètres carrés appartiennent à sa grand-mère. Donc j'ai pas de dépenses. Donc là tu peux prendre des risques. Exactement. Et là tu prends des risques parce qu'en fait t'as rien à perdre, t'as pas ton taf, pas de dépenses. L'entrepreneuriat, ça avait déjà été un concept que t'avais envisagé. C'était quelque chose qui t'avait traversé l'esprit ou c'est arrivé un peu par hasard? Non, j'ai toujours eu envie. Enfin toujours eu, on va dire, je sais pas depuis la seconde, si je devais mettre une date, d'entreprendre. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui est drivé par l'argent. Hein. Aujourd'hui, mon principal driver, c'est l'argent. Ça change progressivement. Plus j'en ai, plus ça change. Et c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'a motivé quand j'étais jeune et encore aujourd'hui. Et donc, j'ai pas fait ni Polytechnique ni HEC. Personne, ça aura échappé à personne. Et donc, pour avoir une carrière et hacker la croissance de ma carrière, pour avoir les revenus à la hauteur de ce que j'avais comme objectif de niveau de vie, de train de vie. Seul l'entrepreneuriat, enfin avec le braquage de banque, mais seul l'entrepreneuriat me permettait de pouvoir essayer de contourner le système pour pas avoir un plan de carrière préétabli avec des écoles de commerce très bien certes, mais qui me mettaient pas en haut des grilles de rémunération. Donc très vite je me suis dit moi je veux entreprendre. Un peu contre l'avis de ma mère qui me disait écoute, d'abord faut faire ses armes en entreprise et ensuite on devient un entrepreneur. Comment tu vas apprendre aux gens à travailler si même toi on t'a pas appris à travailler en entreprise? Voilà. Tout ce que une mère a raison de dire à son fils en 2010, quoi, 2011. Enfin voilà quand je me lance. Et comme moi je suis un petit peu rebelle, je l'ai pas écouté. Au contraire, plus on me dit d'aller à gauche et plus je vais aller à droite. Donc voilà, moi l'entrepreneuriat était, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit en fait c'est pour moi. J'ai rien à perdre. J'ai toujours eu envie d'entreprendre.
Et là, quand ton associé arrive, il arrive avec une idée toute faite ou c'est un concept, c'est juste envie d'entreprendre et on cherche l'idée après ou comment ça s'est passé concrètement? Non, lui avait déjà entrepris, donc il a déjà monté 2 boîtes, et là il vient me C'était un voir et copain à il la me base, dit, pardon, je t'attends, mais c'était un de tes potes ou c'était ouais, c'était un copain. Enfin, ouais, c'était un copain, copain de copain. On avait fait la même études. Lui, il a 2 ans de plus que moi. On n'est pas au même niveau, mais on était à la même école. Pas si bien mal. Et ouais. Et donc, il vient me voir en disant, mais il faut faire quelque chose pour les auto-écoles. On va créer un logiciel qui permettra aux auto-écoles de mettre en commun leurs ressources. Bon, très vite, j'ai dit, bah moi, ça m'intéresse. Je creuse en parallèle de mon boulot. Et puis, on voit ce que ça donne. Et très vite, on s'est rendu compte que les auto-écoles n'avaient pas du tout besoin de nous. Et les auto-écoles nous disaient, non mais moi, des merdeux d'écoles de commerce, on n'en veut pas. L'auto-école et l'Internet, ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien compris. On a eu porte close de beaucoup d'auto-écoles. Et donc, on s'est dit, mais en fait, et c'est là où on a défini l'idée d'Ornicar ensemble. C'était, bon, en fait, Ornicar, on va être nous-mêmes une auto-école, puisque aucune auto-école veut travailler avec notre outil. On va développer un outil pour nous. Et c'est nous qui seront de l'auto-école. Et donc, c'est ces refus et qui ont fait qu'on s'est orienté vers ce modèle-là. Et là, on est en 2013. On commence à discuter avec Alexandre en avril. En septembre, on candidate à un concours. Moi, j'avais besoin d'un signal fort parce que j'étais quand même salarié pendant ce temps-là, et j'avais besoin d'un signal fort pour dire à ma mère et à ma femme, faites-moi confiance, j'y vais. On présente un concours, le 101 projets, par Niel Granjon et Simon Sini. C'était 101 projets de moins de 25 ans qui étaient financés à hauteur de 25 000 euros. Et Ornicar finit numéro 1. Aujourd'hui, il n'y a pas de classement. Vraiment, le jour où ils annoncent le résultat, c'était sur Twitter et c'était #001 Ornicar sur 3700 dossiers à peu près. Et là, pour moi, c'était un vrai signe. Dire, bon, si on est premier d'autant de dossiers, a priori, c'est qu'on touche quelque chose du doigt. Et c'est de là que tout part. Je quitte donc mon travail, enfin, je me fais virer de mon boulot. Je peux lancer cette boîte avec Alexandre, voilà, sur ce modèle qu'on a mûri ensemble. Et on est en décembre 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 9 ans. On dépose des statuts et on immatricule Ornicar SAS. Donc là, le projet, c'est de créer une auto-école avec un logiciel, enfin une version digitale, mais c'est pas le Ornicar qu'on connaît aujourd'hui. Si, en fait, on a pivoté entre temps, mais on est revenu sur l'idée initiale. C'était du code de la route en ligne et un réseau national d'enseignants de la conduite indépendants. Et donc c'est aujourd'hui exactement ce qu'on est pour la partie auto-école éducation. Une offre de code 100% digitale et évidemment, en termes de marketing, c'est pas possible de placer comme ça, mais un Uber des auto-écoles. À plein de différences. Après, nos enseignants, nous, on parle que à des enseignants qui sont salariés de la profession, convertis en indépendants. On ne va pas convaincre des gens de devenir enseignants de la conduite parce que il faut 2 ans, ça coûte 10 000 euros le diplôme, etc. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà. Donc c'était le modèle initial et alors là commence vraiment des années de désert, de galère. Les Américains appellent ça la shitstorm. Et effectivement, ça a été vraiment l'enfer. Là, tu prends 3 ans avec. Pour être une auto-école, c'est une profession réglementée, il faut avoir un agrément. L'agrément, il fallait avoir un local de 25 mètres carrés, une voiture double commande, une télévision, un lecteur DVD. Basta. On a mis 3 ans à obtenir l'agrément. Pourquoi? Parce qu'il y avait des syndicats d'auto-école qui étaient partie prenante à la commission qui délivrait les agréments. Comme si on disait, est-ce que tu veux qu'un concurrent qui va faire des prix moins chers que toi puisse exercer? La réponse était évidemment non. Donc on n'a pas eu notre agrément pendant 3 ans. 3 ans de blocage. Et tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu gagnes pas ta vie, si? Non, mais on lève des fonds pour le coup. En fait, on crée en décembre 2013, en avril 2014, donc 4 mois après, on prend un énorme procès. Les syndicats d'auto-école se mettent tous ensemble, nous attaquent. 12 mois de prison ferme pour les fondateurs, 50 000 euros d'amende, interdiction de créer une boîte pendant 3 ans sur le territoire français, etc. On ouvre cette assignation. Et là, premier réflexe, ils mettent, en fait, moi je gagne pas 1 euro, j'ai pris des risques de ouf, en fait je vais arrêter quand je finis en prison. Donc t'appelles ta mère parce que ta femme répond pas et tu dis qu'est-ce que t'en penses toi, parce que là est-ce qu'il y a encore de la place à la maison, parce que ça va être chaud là. Et donc première réaction flip, mais c'était la réaction qu'ils attendaient, hein. S'ils font ça, c'était de l'instrumentalisation de la justice pour faire peur à des entrepreneurs et éviter que la concurrence se fasse. Absolument épouvantable et dégueulasse comme procédé pardon, mais c'était bien le cas. Et donc là on prend le temps d'en discuter avec mon associé de l'époque, etc. Puis on se dit mais en fait, allez, s'ils nous attaquent comme ça, s'ils mettent autant de hargne à nous attaquer, c'est qu'a priori, on a mis le doigt sur quelque chose qui est énorme.
Et on décide d'y aller, on trouve un avocat qui nous fait des prix canons, mais qui dit, alors moi je suis un contrepartie, j'ai le droit de communiquer mon nom sur le fait que je travaille pour vous. Lui aussi se lançait, c'est un entrepreneur mais avocat. Et donc on a trouvé un deal win-win, et puis et c'est là que tout commence. On gagne le procès en fin juin, début juillet. Alors, les dates maintenant, je ne sais plus exactement, mais et puis voilà, on communique. L'avocat nous dit mais il faut préparer un communiqué le jour, l'heure, la minute où on a la décision de justice, il faut qu'on communique. Et là on communique, et là évidemment c'est repris par tous les médias. Donc, on est en été 2014, on fait 300 parutions presse. En été 2014, a priori, il n'y avait pas grand-chose à raconter dans le monde à cette époque-là. Par chance. Et tout le monde ne parle que d'Ornicar. On fait des plateaux télé, on fait des plateaux radio, on fait toutes les presses qu'on connaît, etc., des challenges, tout. On fait tout. Et on finit même le 29 août 2014 par faire la une du New York Times. Pour te dire, quand même, on est une autorité française, pas un euro de chiffre d'affaires, pas un client. On est en une du New York Times, une grosse photo de nous, et qui était évidemment un article assez marrant qui disait comment la France met des bâtons dans les roues à des initiatives innovantes et pertinentes pour ses propres concitoyens. Donc, la définition même du French bashing. Donc là, nous, on est trop contents, c'est un peu drivé par l'ego, on était partout, etc. Et pas mal de visites sur notre site, mais on vendait rien. Et là, il y a cet article dans le New York Times, coup de fil, numéro privé, enfin numéro masqué sur ton téléphone. Oui, bonjour, bureau de l'Élysée, conseiller, je sais pas quoi, merci de venir à l'Élysée demain à 15h30. On se dit, bah dis donc, peut-être qu'ils vont, je sais pas, nous faire des petits fours, prendre une photo avec nous, j'en sais rien. Et donc on va à l'Élysée, et là, on se fait défoncer. Et les mecs nous disent, non mais vous vous rendez pas compte, le French bashing, machin, alors il y a des portes qui en passent, en une du New York Times, machin, il faut que vous maîtrisiez votre communication, la France avant tout, blablabla. Soit quoi, on leur répond, on dit, mais tenez, nous, on ne fait que raconter notre histoire. Si notre histoire vous fait passer pour des guignols, c'est pas de notre faute. En fait, faites en sorte que l'histoire qu'on a racontée dans les médias internationaux soit juste cohérente. On va pas mentir, nous, nos parents nous apprennent pas à mentir, etc. On a des valeurs, donc on ne ment pas, on nous pose des questions, on répond. Vous trouvez ça aberrant? Vous trouvez ça ridicule? Vous trouvez que ça ridiculise la France? Mais c'est ce qui se passe dans notre boîte. Bon, ça se passe assez mal, parce que évidemment pas trop l'ambiance chez moi de fermer ma gueule, et donc ça, on se chauffe un peu. Bref, on est gentiment raccompagné. Puis dans la cour de l'Élysée, on est quand même fiers, tu vois. À l'époque, on a 24 ans et tout, on est dans la cour de l'Élysée. Une boîte qui fait toujours pas d'euros de chiffre d'affaires, et on prend un selfie. Trop content. On prend même pas un selfie, on demande à un garde de nous prendre en photo, machin. Et on la poste sur nos réseaux Facebook l'après-midi même. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? La photo en deuxième de couverture du Figaro, mais la moitié de la page. Et avec comme titre, les auto-écoles traditionnelles vent debout, car Ornicar, la start-up qui s'est lancée il y a moins d'un an, déjà reçue à l'Élysée, etc. Alors là, on se reprend un coup de fil de l'Élysée. On ne veut plus jamais vous voir, etc. Vous faites n'importe quoi. Et ils avaient raison. Là, pour le coup, c'était vraiment n'importe quoi. On n'avait absolument pas les codes. Et tu vois, les enfants. Mais comme, ouais. Exactement. Donc là, tu vois, ce procès, médiatisation, New York Times, l'Élysée. Et puis à la fin, les fonds qui finissent par nous appeler. Hein, donc c'est pas possible. On vous voit partout. Vous êtes une start-up, on vous voit partout. On veut investir dans Ornicar. Je me dis, bah non, en fait, pour l'instant, on n'a pas de clients, pas de chiffre d'affaires. On comprenait pas trop. Moi, je sais pas trop si c'était qu'une levée de fonds. Je dis, non. Puis là, ils nous rappellent, ils nous disent, ah oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous levez des fonds, vous pourrez vous payer un salaire. Ah, alors là, ça change tout. N'oublions pas que moi, je suis arrivé par l'argent. Et donc, je dis, attendez, bah alors là, dans ces cas-là, on va en reparler avec mon associé, mais ça peut nous intéresser. Et donc, finalement, effectivement, puisqu'on pouvait enfin se payer un salaire, on a levé 1 million d'euros, plus 500 000 euros de la BPI, donc 1,5 million. Et on est en novembre 2014. Et nous voilà avec 1,5 million, des procès au cul, une communication pas très maîtrisée, mais une grosse notoriété, et un modèle qui plaît. Beaucoup d'inscriptions, parce qu'on avait mis un lien, enfin, une espèce de champ, nous tenir informés, etc. Et là, elle commence continue cette longue traversée. C'est pas, ouais, voilà, la longue traversée, parce qu'on parle après je crois que c'est l'année 2015 où tu as été un peu dans le dur notamment, mais tu parlais d'un premier procès, si je dis pas de conneries, tu en as eu 19 au total, ou pas loin? Ouais, je les compte plus, mais je crois que je suis allé être à 22 là, mais. Et raconte du coup, quand tu fais tes premières levées de fonds, t'as toujours pas fait de chiffre d'affaires, tu continues de recevoir des procès? Ouais, et le procès qu'on gagne en juillet, ils font appel. Et je reçois l'assignation d'appel la veille de la signature de la levée de fonds d'1 million d'euros. Je me dis, putain, ils vont prendre peur, etc. Et pas du tout, les mecs disent, bon, on sait qu'on investit dans une boîte risquée, no pain, no gain, donc pas de problème, machin. Ils ont quand même lu avec leurs avocats l'assignation en appel.
et ils ont investi. Et puis après, on a mis, je sais pas combien de temps à obtenir nos agréments. Bon, je passe un peu les détails, mais grosso modo, on est en 2015, donc fin 2015, et là, un énième procès, mais celui-là, pour la première fois, on le perd. Et ce procès, dans la décision, dit que Ornicar, tel quel, n'a pas le droit d'exercer. Effectivement, on n'a toujours pas d'agrément. Et comme on n'a pas d'agrément, on a pivoté en été 2015. Et on se dit, OK, en fait, l'avocat, au bout d'un moment, les fonds nous poussaient, ils ont raison. Ils disaient, mais il faut que vous exerciez, il faut que vous mettiez le pied dans la porte. Il y a pas de choix. Et donc, en été 2015, on se pose avec les avocats, ils nous disent, bon, OK, l'agrément, on l'a pas. Donc, l'agrément permet quoi? Il permet de se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc, on va donner des cours de conduite à titre bénévole. C'est gratuit. Néanmoins, il faut qu'on trouve une solution pour que l'enseignant, le partenaire, se fasse rémunérer. Parce qu'il va pas bosser gratuitement. On est une marketplace, et si une des parties de marketplace se rémunère pas, il va pas vouloir travailler. Et on se dit, il a une voiture. Et donc, il va louer sa voiture. Et donc, on était la première marketplace de location de véhicules à double commande avec accompagnement bénévole d'un enseignant de la conduite diplômé. En termes de marketing, juste invendable. Mais au moins, on lançait la conduite. Et là, on est en septembre 2015. On lance la conduite. Et là, le marché, on fait 4 JT, ouais, TF1, France 2, France 3, M6 en une semaine, un par jour. C'était un remue-ménage dans le marché. Ornicar lance la conduite. L'administration comprend pas. Je comprends pas. Je n'aurais pas filé l'agrément. Les syndicats, je comprends pas. Et ils ont pas pu avoir l'agrément. J'ai tout fait pour bloquer avec l'administration. Les concurrents, personne comprend et tout. Et personne comprend notre modèle. Moi, je prends bien 2 semaines intensif de média training pour expliquer comment on arrive à lancer la conduite. Avec un modèle parfaitement légal, etc. Et ça n'a pas loupé, on nous a attaqué. Alors là, pour le coup, la justice n'est pas rapide, mais certaines fois, elle est vraiment rapide. Et donc là, le décembre, le coup retombe, une décision de justice nous dit vous ne pouvez pas exercer tel quel. Et donc là, on est fin décembre, je me brouille avec mon associé historique. Et heureusement, le premier salarié de la boîte, qui s'appelle Flavien, qui est un mec absolument super, qui est là dès le début finalement de l'aventure, se joint à moi, on récupère la boîte avec Flavien et on relance Ornicar début 2016 et on redemande un agrément d'auto-école, etc. pour essayer de faire les choses bien. Et pour la petite histoire, on change de nom. Je sais pas si les gens ont l'image en tête, mais Obélix qui va demander de la potion magique et qui met un casque et une perruque, etc. Nous, c'est pareil. Ornicar, on n'a pas voulu nous donner notre agrément à Paris. Donc, on est parti à Nantes. On a changé notre nom de Ornicar en Marianne Formation. Et on s'est dit, ça va passer. Ils vont y voir que du feu. Marianne Formation, ça fait nom d'auto-école, quoi. Et donc, on balance ça dans une autre préfecture, etc. Bon, évidemment, on dépose le dossier. 1 heure après, je reçois un coup de fil. Monsieur Guignot, si vous pensiez qu'on n'allait pas se rendre compte que c'était vous derrière Marianne Formation, vous mettez le doigt dans l'œil, etc. Donc là, on est reparti sur quelques galères, quelques mois de galères. On est en janvier 2016. Et je m'arrêterai là. Et juste janvier 2016, on n'a plus d'argent en mars 2016. Et quand t'as plus d'argent, c'est là où t'es le plus efficace. Qu'est-ce qu'on fait? Les derniers euros, on les dépense, on va voir tout le monde, on menace tout le monde. On va vous mettre un procès, on va faire un bad buzz, blablabla. Et là, le lobbyiste qu'on avait, on avait un conseiller en affaires publiques, on n'avait plus les moyens de payer, on n'avait plus d'argent. Mais dans un cas d'un autre dossier, est en rendez-vous avec Macron, à l'époque, ministre de l'économie. Et en conclusion, il dit, ah oui, d'ailleurs, c'est le lobbyiste qui dit ça à Macron, qui dit, et Ornicar, vous savez que ça va pas fort, là, ils ont plus d'argent, etc. Je crois que c'est fini et tout. Et là, Macron dit, mais je comprends pas. J'avais demandé à ce qu'ils aient l'autorisation, etc. Je n'accepte pas que l'administration régule l'économie. Bougez pas, j'appelle le cabinet du ministre de l'Intérieur, qui était Bernard Cazeneuve, et il appelle Cazeneuve et il lui dit, Ornicar doit avoir son agrément, et il faut que la concurrence se fasse pour le bien de nos consommateurs, et c'est pas à nous de réguler tel ou tel modèle. C'est légal, ils ont leur autorisation. Une semaine plus tard, on est appelé par la préfecture de Nantes, et on reçoit l'agrément auto-école. Nous voilà 31 mars 2016. Enfin, après 2 ans et demi de blocage, on peut exercer notre profession d'auto-école. Incroyable. Juste une parenthèse, t'aurais pas pu racheter une auto-école? Si, mais après, t'avais ce comité qui était là pour transférer l'agrément d'une auto-école à un autre gérant. Et donc, moi, c'était évidemment, c'était ça qui pose un problème. C'est qu'à partir du moment où on passe devant cette commission, et cette commission, qui est composée de syndicats d'auto-école traditionnels, elle est évidemment refusée ce transfert. Donc, c'était tout aussi risqué. Ok. T'avais déjà vu ce modèle d'auto-école uberisé ailleurs dans d'autres pays et ça a été une inspiration ou t'as eu l'impression d'inventer la roue à chaque fois, toi? Non, on a inventé la roue. Je suis pas seul dans cette histoire. Mon ex-associé, mon associé actuel, etc.
et toute l'équipe en général. Non, on a inventé ce modèle, ça n'existe nulle part ailleurs. Ok. Et c'est ce qui a permis de baisser à près de 30% le prix du permis de conduire en moyenne. Nous, on est à 41% moins cher, et on a attaqué tellement sur les prix que les auto-écoles traditionnelles ont dû baisser leur prix. Et encore une fois, ici, moi, j'attaque pas les auto-écoles traditionnelles, parce que les auto-écoles traditionnelles, elles font ce qu'elles peuvent avec leur modèle. C'est leur modèle qui est merdique. Elles ont un modèle où elles ont un nombre de places d'examen qui leur est attribué par l'administration, ce qui vient limiter leur nombre de clients. Et donc, quand on te dit, tu dois avoir pour un agrément, tu dois avoir un local, des charges, etc. Puis, d'un côté, on te dit, tu peux pas accueillir plus de 4 clients par mois. Et ben, tu fais supporter toutes tes charges par un nombre limité de clients. Forcément, ça fait un prix unitaire qui explose. Et nous, en ICAR, on a fait sauter ce quota de places d'examen. On est passé par le candidat libre. Et donc, en ICAR, c'est autant d'élèves qui le voudra. Et c'est pour ça que cette année, en ICAR, ça va être 480 000 nouveaux élèves payants sur la plateforme en ICAR. Une auto-école en moyenne, c'est 70 élèves par an. Et du coup, t'as créé des vocations auprès de ces auto-écoles et beaucoup t'ont suivi dans ce modèle de candidat libre ou pas tant que ça? Non, aucune. Les auto-écoles, elles se sont fait bourrer le mou par leur syndicat qui leur a dit « Vous inquiétez pas, on gère. On va les bloquer. À coup de procès, on va les bloquer. » Vraiment, c'est très très réussi parce qu'aujourd'hui, Handicap est extrêmement leader et on est suivi par 3 autres auto-écoles en ligne, grosso modo. Et donc, on fait 85% du marché du code de la route et on doit faire 15% du marché de la conduite. Et là, avec les croissances qu'on a tous respectivement... Tu fais 85%, toi, ou avec les concurrents? Avec les concurrents. Le online fait 85%. Exact. Sur le code. Impressionnant. Et je reviendrai sur cette année 2015 et sur ce que ça t'a apporté, ou enfin comment tu t'en es sorti, mais juste une chose aussi sur la partie positionnement d'Ornicar. Depuis peu, et j'ai envie de dire depuis 1 an, vous êtes aussi un assureur. Donc c'est un nouveau modèle, un nouveau business pour vous. Ça m'a surpris de dire ça parce que ça me paraissait pas forcément hyper naturel de se lancer dans l'assurance. C'est quoi le lien? Pourquoi avoir fait c'est pas un pivot, mais d'avoir ajouté cette corde à votre arc qui est pas la plus simple? Marché de l'auto-école, 1,2 milliard. Marché de l'assurance, 19,8 milliards. Assurance auto en France. Ouais. Encore une fois, étant drivé par l'argent, ce genre de décision vient assez vite. Mais c'était une vision qu'on a eue très très rapidement. Ornicar, moi, c'est une boîte que je vois maître du monde ou rien. Et tu n'es pas maître du monde quand tu es une auto-école leader sur son marché français. Ok. Moi, si je me lève le matin, c'est pouvoir faire d'Ornicar la boîte la plus impactante possible. Quand je dis impactante, c'est impacter un maximum de gens sur un maximum de services, sur un maximum de produits. Et donc, pour revenir sur les 3 phases d'Ornicar, 3 premières années, shitstorm, 3 années suivantes, hyper croissance sur la partie auto-école. Et au bout de ces 3 années d'hyper croissance, putain, avec Flavien, on se dit, mais en fait, on s'emmerde. Viens, on va aller taper d'autres marchés. Aujourd'hui, ça nous saoule, le marché de l'auto-école, c'est très bien, mais on peut faire beaucoup plus. Et voilà. Et donc, les 3 années d'après, diversification. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'assurance, parce que c'était pour nous une évidence. L'assureur, le jeune conducteur, le permis de conduire, c'était un problème pour lui. Ok? Mais l'assurance auto, c'est la croix et la bannière pour un jeune conducteur. Mais il se fait matraquer par les assureurs. Et c'est très simple. Un assureur, assurer, c'est un boulot de statistique. Tu prends les données sur la personne et tu calcules une probabilité de risque et tu mets un tarif. Ok? Le problème du jeune conducteur, c'est qu'il n'a pas de données. On ne peut pas lui calculer une probabilité de risque. Il n'a pas d'historique. Par définition, il est jeune conducteur. Donc, qu'est-ce que font les assureurs? Paf, ils m'attraquent en disant, je mets tout le monde très cher. De toute façon, je suis incapable de savoir si lui, c'est un bon conducteur. Donc, je mets très cher pour tout le monde. C'est quoi, nous, on a dit, mais attendez, vous ne savez pas. Mais s'il y en a bien un qui connaît le jeune conducteur, c'est nous. Nous, on sait exactement quel type de conducteur c'est. Il a passé 30 heures à réviser le code sur notre site, 27 heures assis dans une bagnole à apprendre la conduite. Je sais exactement quel type de conducteur c'est. Et donc, je vais lui offrir des produits d'assurance qui vont être basés sur son comportement en tant qu'apprenti conducteur. Et donc, finalement, c'est devenu assez comme une évidence. Alors, tout ça, c'était sans savoir la complexité de ce marché. C'est un marché très complexe, l'assurance. Évidemment, il faut de toute façon un grain de folie et surtout de naïveté et d'optimisme. Voilà, c'est d'optimisme à toute épreuve pour être entrepreneur. Et donc, on s'est lancé sur ce marché qui était énorme en disant, de toute façon, on va faire mieux que les autres. Et voilà. Et donc là, on s'est lancé en septembre 2020 sur ce marché. Okay. L'assurance auto, à distribuer des produits. Tu vois, il faut aller vite, quoi. Donc, on a commencé à distribuer des produits sur étagères, etc. Et puis, t'étais sous-traité, j'imagine. T'avais pas d'agrément d'assurance. Ouais, complètement. Moi, j'étais un passe-plat, quoi. Et 2021, donc on fait ça, septembre 2020, 2021,
année record sur l'assurance. On fait des chiffres insolents. Ces années, on lève 100 millions d'euros, beaucoup de presse, etc. Et une croissance, mais absolument délirante sur l'assurance. Et puis, on se rend compte qu'en fait, l'assurance, c'est un métier parce que, et là, je tire ma révérence à notre nouveau fonds d'investissement à l'époque, KKR, gros fonds américain. On présente les chiffres de l'assurance. Tout le monde dit, nous compris, trop fiers, donc super chiffres, bravo les gars, etc. Et KKR nous dit, marrant, moi j'ai l'impression que ça pue vos chiffres. Pas normal. Une croissance aussi grosse sur l'assurance, c'est pas normal. On dit, si, c'est normal. Mais on va quand même faire vérifier ça par quelqu'un d'autre. Et donc ce serait bien de finalement qu'il y ait quelqu'un autour de la table de ce board qui connaisse quelque chose d'assurance, parce que là on est entre personnes qui ne connaissent rien. Moi je pense juste que c'est risqué, l'assurance avec des aussi grosses chiffres de croissance. Et c'est là où ils me font rencontrer tout un tas de personnes, de personnalités même très fortes dans l'assurance, KKR, et notamment une personne qui s'appelle Philippe Mazot, Gail Rivet, parce qu'il veut que je prononce son nom dans la totalité, il a bien raison. Et je rencontre Philippe en novembre 2021, donc il y a un an. Je lui pitch la vision qu'on a pour Arnica. Philippe, c'est un grand dirigeant d'assurance. Dirigé Aviva, MMA, il était CFO d'AXA en Grande-Bretagne, bref, un gros profil de l'assurance. Et puis, et là il m'a dit, non mais moi je veux pas être board member, je veux opérationnaliser cette vision. C'est la première fois que je vois une vision, sincèrement, qui est capable de disrupter le marché de l'assurance auto. Parce que vous avez un asset que personne n'a, c'est cette donnée sur l'apprenti conducteur. Donc, mets-moi aux commandes d'Ornicar Assurance et ça va cartonner. Trop content et tout. Je dis bon ok, bref, on négocie, etc. Il arrive dans la boîte. On est en février 2022, donc il y a 11 mois en gros. Et là, au bout de 10 jours, il regarde les chiffres, il regarde le portefeuille. Au bout de 10 jours, il coupe toutes les acquisitions, tous les budgets marketing, il coupe tout. Il dit c'est n'importe quoi. Faire de la croissance, alors, il nous explique l'assurance. Il dit les gars, faire de la croissance en assurance, c'est hyper facile. Il suffit de ne pas sélectionner le risque. Donc ne posez pas de questions. Vous allez avoir tout le monde dans votre portefeuille. Et alors là, c'est carton rouge, quoi. Parce que en assurance, de la croissance à l'instant T vient te péter à la figure 18 mois après, quand tu vas avoir un sinistre. Et donc, c'était déraisonnable. On avait juste regardé le funnel de conversion et on avait enlevé toutes les questions où il y avait un drop trop important. Mais c'était l'objectif même de ce funnel, tu vois, les inconscients. C'est comme si, pour aller plus vite, on fait de l'escalade et puis tu retires les crochets là de sécurité parce que tu dis, mais en fait, les crochets, ils me ralentissent, quoi. Mais alors, quand tu tombes, il y a plus rien qui t'arrête. Et donc Philippe nous rejoint et voilà, et il dit, attendez, on va reprendre tout à zéro, on va refaire un vrai parcours, un vrai funnel, des produits différents, etc. Et voilà. Et c'est là où Arnicar aujourd'hui a pris un virage sincèrement à 180 degrés. Et aujourd'hui, on est une boîte de données. On commence par le code de la route, la conduite, l'assurance, puis on va lancer d'autres produits et services dans les mois à venir. Et voilà, tout est l'écosystème du jeune. C'est passionnant. Les chiffres sont très très bons et les perspectives extraordinaires. Et aujourd'hui, à tel point que j'ai décidé de filer les rênes d'Ornicar à cette personne, à ce Philippe, parce que cet été, je me suis rendu compte à quel point il était plus fort que moi, et en binôme avec Flavien, qui est une brute d'exécution, ça marcherait 100 fois plus qu'avec moi en tant que CEO d'Ornicar. Donc, tu as pris le choix de sortir de la boîte ou sortir de l'opérationnel? Écoute, je suis sorti de l'opérationnel. J'ai laissé mon poste de CEO à Philippe. J'ai été CEO quasiment depuis la création de la boîte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand t'as des gens qui sont plus forts que toi, t'as l'impression de les ralentir parce que tu ne réfléchis pas aussi vite qu'eux, tu n'agis pas aussi vite qu'eux. Philippe, il a toujours 15 coups d'avance. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais ça n'a aucun sens de me mettre à cette place-là. Je suis en train de limiter le potentiel d'Arnicar en faisant en sorte d'être le CEO et donc d'être l'espèce de centralisateur de toutes les décisions, alors que en dessous de moi, les mecs, ils les ont déjà pris 100 fois les décisions. Et donc, je me suis dit, bon, il est temps pour moi d'abandonner cette place-là, de filer à Philippe cette place-là. Et comme je ne sais rien faire d'autre qu'être CEO pour Arnicar, donc moi, de passer chairman du board. Et voilà, et aujourd'hui, ça me permet de conserver des domaines d'application d'Ornicar où j'estime que je suis encore le plus à même de gérer ces sujets-là, à savoir l'image publique d'Ornicar, toutes les relations avec l'administration et les éventuelles prochaines levées de fonds. Voilà. Moi, ce que je sais faire, c'est vendre Ornicar, en fait. Moi, je suis un vendeur.
Et pendant 9 ans, j'ai vendu Arnica. Je vends à tout le monde. Je le vends à toi aujourd'hui. Je le vends à des politiques. Je le vends à des journalistes. Je le vends à des fonds d'investissement. Je le vends à mes clients. Je le vends aux enseignants. Je le vends à tout le monde. Et en fait, je ne suis que ça. Et là, Arnica avait besoin d'un CEO qui est un peu plus qu'un vendeur. Et plutôt un visionnaire stratégique, etc. Avec une solide expérience dans l'assurance, avec une solide expérience en management. Faut pas oublier que nous, entrepreneurs de ces 10 dernières années dans la tech, on est financé à coût de centaines de millions d'euros pour générer de la croissance. Je ne veux pas sous-estimer le mérite qu'on a. Je dis juste que on est les entrepreneurs les plus chanceux de ces 100 dernières années, je pense. Il y a eu énormément d'argent injecté sur ce marché et aller générer de la croissance à coût de dizaines de millions d'euros, c'est moins compliqué que le faire sans ces dizaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, le marché changeant un peu, on va dire que plus retourne à la normale, il y a un peu moins d'argent injecté dans l'univers de la tech. Il était également, ça avait du sens que Philippe prenne les commandes pour dire bon voilà, toi tu as été le bon CEO dans cette période, maintenant moi je serai le bon CEO pour cette période-là. Et donc en fait, si je prends un peu de hauteur, moi je ne suis pas CEO, je suis d'abord et avant tout actionnaire d'Arnica. Et donc l'engagement que j'ai pris auprès de l'ensemble des parties prenantes et notamment de mes investisseurs, c'est de maximiser la valeur de leur investissement, donc de leurs actions. Et en tant qu'actionnaire, la meilleure décision à prendre était de donner les rênes à quelqu'un plus qualifié, plus compétent pour développer Arnica à ce stade de développement. Et voilà. Et moi, je suis plus un entrepreneur early stage, du 0 à 1, plus que du 1 à 2. Et voilà. Et aujourd'hui, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Et mes forces, je continue à les donner à Arnica, à savoir ma force de vente de cette boîte. Et pour le reste, je le confie avec une totale sérénité à ce duo de Philippe et Flavien qui gère opérationnellement Arnica. Bon, t'as l'air d'avoir digéré cette décision. J'imagine que ça amène des angoisses quand même de te dissocier quand même de cette boîte-là que t'as créée, que t'as eu dans le sang pendant très longtemps. Ça a pas été si facile que ça, rassure-moi, de prendre une telle décision. Ça a été assez évident, en fait. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête de me dire ce syndrome de l'imposteur. Suis-je la bonne personne pour gérer cette boîte aujourd'hui? Mon métier chez Arnica, en plus de la vendre, c'est de trouver les bonnes personnes, les mettre aux bons endroits et tout ça, le faire au bon moment. Voilà. Le métier d'un CEO, c'est staffer ses équipes avec des gens tellement forts. C'est vraiment l'objectif. Bonne personne, bon endroit, bon moment. Et tu vois, ça m'est arrivé de renouveler tout mon comité de direction alors que c'était des gens super, très doués, qui nous ont aidés dans les moments difficiles à faire d'Arnica que c'est devenu. Et un jour, tu te rends compte qu'ils ont été dépassés par la croissance de la boîte. Et donc, tu es obligé de leur dire, écoutez, merci les gars, c'est super ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, vous allez devoir partir. Vous êtes plus les bonnes personnes. Et ça fait mal, parce que c'est pas sympa. C'est pas, humainement, c'est pas cool. Mais moi, mon mandat, c'est de mettre les intérêts d'Arnica avant tout le reste. Donc, peu importe si c'est sympa ou pas sympa, si je suis convaincu que c'est le bon choix pour Arnica, je dois prendre ce type de décision. Vous n'êtes plus les bonnes personnes à cet endroit-là, à ce moment-là. Ok? Et bon, une fois que tu as fait ça une fois, 2 fois, puis évidemment, tu te dis, c'est pas normal que ça arrive à tout le monde, sauf au CEO. Je vois pas pourquoi le CMO, directeur marketing, directeur technique, ça leur arrive, et que moi, ça ne devrait pas m'arriver. C'est pas possible. C'est pas parce que j'ai cofondé cette boîte que j'ai le droit d'être CEO ad vitam. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'énoncé. C'est pas possible. Et donc, très longtemps, je me suis posé des questions. Le jour où j'ai l'impression que où je suis sûr que quelqu'un peut plus apporter à Arnica que moi à cette place-là, je me fais la promesse de ne pas être un point bloquant. Et voilà, et je pense que les fonds pourraient un peu plus challenger les CEO. Enfin, le problème du CEO, c'est que tout le monde croit que c'est un entrepreneur, c'est être libre. En tout cas, être CEO d'une boîte investie par des fonds, t'es pas libre. À qui tu balances ta démission? À qui tu dis le matin, en fait, j'en ai marre, Arnica, je me casse? À personne. Et à qui tu peux montrer que t'as un coup de mou? À personne dans la boîte. C'est toi qui dois être toujours, tu vois, l'homme optimiste, l'homme sûr de lui. Tu ne dois jamais faillir, et ça sans relâche. Toujours un coup d'avance, toujours pas une vision, toujours enthousiaste. Ouais, exactement. Toujours une conviction. Le Covid, arrêt total de l'activité. En quoi je vais expliquer aux équipes que c'est une formidable nouvelle, que ça va permettre à Arnica de prendre encore plus de parts de marché? À quoi? Enfin, bref, tous ces sujets-là, c'est génial. Mais le CEO, c'est la personne la moins libre
de la boîte. Et ça, il faut le comprendre. Et moi, ça me pesait un peu cette manque de liberté. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je me suis dit, je suis plus la bonne personne. CEO, je suis plus libre. Donc, est-ce que je suis toujours heureux à cette place? Et voilà. Et la seule contrepartie, et sur laquelle il faut absolument être très au clair, mais en fait, socialement, je suis CEO d'Ornica. Les gens me présentent comme le CEO d'Ornica avant de donner mon prénom. Je te présente, je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais, c'est le CEO d'Ornica. Tu n'es connu socialement dans la vie, dans la sphère évidemment pro, mais également, on va dire privée élargie. Tu n'es connu que par ça. Toi, autour de toi, ta famille, et même on dit, toi, t'es la sœur du CEO d'Ornica, toi, t'es la mère du CEO d'Ornica. C'est un piège. Donc c'est bien d'en sortir. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un piège à ego. Qu'est-ce que c'est confortable? Tu vois, même si nous, chez Ornica, la stratégie, c'est no ego policy. On n'a pas d'ego. Putain, tout le monde passe son temps finalement à te qualifier de CEO d'Ornica, à dire mais c'est incroyable ce que t'as fait, etc. Vraiment, hein. Que tu dis mais si j'en sors, qu'est-ce que je vais devenir? Ouais. Je suis ex-CEO d'Ornica. Mais je vais déprimer, je vais me jeter par la fenêtre. Heureusement, j'habite au premier. Mais moi, ça a été ma plus grosse angoisse, en disant, ce choix-là, je vais pas changer d'avis. Je veux pas te dire un an plus tard, finalement, je vais bien revenir CEO. Non. Une fois que t'as pris cette décision, elle est dans l'intérêt de la boîte uniquement. Et évidemment, t'as toujours une partie, mais mon intérêt à moi, il est où? Et voilà. Et donc, ne plus être CEO, moi, ça m'a toujours inquiété sur le fait de, qu'est-ce que je vais devenir socialement? T'arrives à un mariage, ta voisine, tu lui racontes quoi? Je suis cofondateur. Ouais, super, cofondateur. Hein. Et c'est combien de temps que tu diriges plus cette boîte? Ah oui, ça fait 3 ans. Là. Et tu fais depuis? Je suis cofondateur. Et moi, c'est l'angoisse. Ça a été l'angoisse ultime. Mais juste une parenthèse sur cette décision. Ouais. On t'amène à la prendre, tu discutes avec des coachs, tu discutes avec ta femme, ou c'est toi tout seul dans ton coin qui voit ces choses-là et qui est tellement entier, qui te dit non mais attends, je peux pas vivre avec ce paradoxe de ne pas être le meilleur, et donc du coup je vais céder les rênes. Enfin voilà. Est-ce que tu te fais aider par l'extérieur ou pas? En vrai, j'ai l'impression que c'est moi qui l'apprends. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je peux pas te dire. Ça se trouve, c'est l'idée de Kaker le jour J où ils ont investi dans la boîte. Ça se trouve, c'est pas le cas. Ils t'ont amené à prendre cette décision. Ouais, je sais pas. Peut-être. En fait, peut-être. Mais là aussi, savoir de qui vient la décision, c'est encore un sujet d'ego. Je m'en fous. Aujourd'hui, le bon choix pour mes actions Ornica, c'est que Philippe et Flavien dirigent cette boîte. Philippe prenne le CEO-ship et Flavien le délégué, directeur général. Voilà, peu importe d'où vient l'idée, savoir si c'est mon idée ou pas, on s'en fout. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est le meilleur choix pour Ornica. Et moi, comment je vais devenir dans ma sphère privée? Et est-ce que je vais assumer le fait de ne plus être CEO d'une boîte? Parce que qu'est-ce que c'est confortable? Ouais. Mais on va cette partie égo privé. Ouais. sur l'ego. Et d'ailleurs, on parlera après de la next step parce que forcément, t'as une prochaine étape. Avant ça, j'aime bien de comprendre un peu les facteurs clés de succès pour être un peu pompeux, mais il y a des trucs sur lesquels t'as quand même été hyper bon dans ces dernières années. Je pense, premier niveau, la capacité à t'entourer peut-être. Tu parlais tout à l'heure de Marc Simoncini ou de Jacques-Antoine Grandjean. J'imaginais que tu leur avais fait une démo, mais non, en fait, c'est un concours auquel tu participes et qui t'amène à les rencontrer. Mais au final, tu t'es quand même fait entourer d'autres personnes. T'approprier cet univers-là, les codes du monde des invests, d'IVC, DBA, ça a été facile pour toi, ça a été évident. Comment on fait pour attirer l'attention de ces gens un peu visibles et les embarquer avec toi? Alors, pas mal d'éléments dans ma question, c'est assez large. Dans ta question, déjà, s'entourer, c'est évidemment un sujet d'être capable de s'entourer. Et être capable de reconnaître tes points faibles pour pouvoir permettre aux gens qui ont les points forts de tes points faibles de les mettre à cette place-là. Et tu vois, aujourd'hui, Ornica, je vais le résumer en une rencontre. C'est Flavien. C'est la rencontre que j'ai eue avec mon associé qui a pris la place du cofondateur. Ouais. Donc deuxième associé. Et c'est la rencontre avec ce type-là qui a commencé comme premier salarié de la boîte et qui très vite, au départ de l'autre, finalement a pris ce rôle d'associé. Et il a fait Ornica. Moi, je fais le malin dans les podcasts. Dans les médias. Il est à 200% responsable de ce succès. Et donc, et voilà, lui, je lui dois énormément. Et donc, voilà, ça a été, c'est des coups de bol. J'aurais pu tomber sur Michu, qui était pas du tout aussi efficace que Flavien. Et je suis tombé sur quelqu'un d'extraordinairement brillant,
intellectuellement et relationnellement très smart. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et cette rencontre avec Philippe. Quel facteur chance? Finalement, cette deuxième. Voilà. Donc, il y a un facteur chance, un facteur humilité pour savoir reconnaître tes faiblesses, et ensuite après, s'entourer des bonnes personnes. C'est pas les boards et c'est pas qui font. Tu vois, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon et Xavier Niel, ils sont au bord de 230 000 boîtes, donc ils ont absolument aucun temps à te consacrer. Et c'est normal, je leur reproche pas. Ils ont leur propre boîte, d'autres investissements, une vie de famille, plein de projets, etc. Donc bon, ces personnes-là, je ne vais pas dire que je me sois entouré d'elles. En revanche, lever des fonds, s'approprier les codes, oui, ça a été un travail qui était finalement inné chez moi. Encore une fois, en dépit d'une relation catholique, d'une éducation catholique. Catholique, on te dit que parler d'argent c'est mal. Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec ce sujet. Et parler avec des investisseurs, tu ne parles que d'argent. Ouais. Mais toi en plus, t'es très joueur, t'es très doué en com. Exactement. Quels sont les retours d'expérience que t'as et pour préparer une levée et la réussir, on doit s'y prendre comment, selon toi? Il faut être extrêmement ambitieux. Ça, c'est la base. Il faut être très optimiste. Déjà, en fait, au début, l'investisseur, on va dire qu'il y a plusieurs stades de levée de fonds. Un investisseur qui investit tôt dans ta boîte, donc c'est une levée de fonds seed ou pré-seed. Donc pré-seed, c'est un PowerPoint. Seed, t'as 4 clients avec un site web live. Là, donc, l'investisseur, il va investir que sur l'équipe et le marché. Taille de marché, équipe. Et donc, pour moi, un des secrets des entrepreneurs, il faut être extrêmement optimiste. C'est l'ascenseur émotionnel, tu te prends tuile sur tuile, les portes fermées, t'en prends plein la gueule. Il faut que tu sois optimiste, mais à tel point que les gens te prennent pour un fou. Il y croit encore, il est cinglé. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas son agrément. Mais qu'il aille trouver un job. T'inquiète pas, je vais l'avoir, mon agrément. C'est l'optimisme, c'est hyper important. Ça, c'est la clé pour pouvoir lever des fonds. Et ensuite, évidemment, après, c'est comment tu présentes ton business. Et il faut pas avoir peur de rêver extrêmement grand. Tu parles à des fonds d'investissement qui vont regarder tes perspectives, ton deck d'investissement, ton document d'investissement, et qui vont tout diviser par 2, 3, 4, etc. Donc, il vaut mieux qu'ils divisent 3 milliards de marché que 100 millions, parce que ça aura toujours un marché plus gros. Donc, il faut être cohérent, évidemment, dans ce que tu racontes aux investisseurs, mais il faut démontrer que tu es quelqu'un d'extrêmement ambitieux et que tu veux manger le monde. Quand tu vas lever des fonds, les fonds vont prendre des énormes risques sur toi. Ils vont pas prendre des risques pour une boîte qui vaudra 10 millions. C'est déjà beaucoup d'argent, 10 millions. Mais eux, il faut que une partie de leurs investissements rembourse tous les échecs qu'ils vont avoir. Donc, les fonds n'investissent que sur des boîtes à très fort potentiel. Et si l'entrepreneur n'est pas optimiste et ambitieux, la boîte n'ira jamais. Une boîte, ça se drive pas tout seul. Et tu vois jamais un entrepreneur qui freine et la boîte qui va tellement vite, il n'arrive pas à freiner, ça n'existe pas. La boîte, forcément, elle est drivée par l'entrepreneur, le CEO, l'équipe dirigeante. Donc voilà, il faut être hyper bullish, disent les Américains, très sûr de soi et être très à l'aise avec l'argent et pas se tromper de combat. Je pense que là, si je devais faire mon petit feedback sur ces dernières années, et pourtant j'apprécie énormément tout ce qui a été mis en place par le gouvernement actuel et passé là, mais je crois que cette course à la licorne a été une très grosse bêtise. Toutes les boîtes ont couru vers des valorisations absolument stupides, ce qui fait que une fois que tu as consommé le cash de ta levée de fonds sur une valo à 2 milliards, il faut que tu ailles relever des fonds. Mais pour relever des fonds, il faut que tu aies justifié d'une valo au moins de 4 milliards. Mais on parle de milliards d'euros, donc de 1000 millions. On fait pas ça en faisant 3 millions de chiffre d'affaires en plus. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les boîtes se sont pas mal tirées une balle dans le pied, parce que quand tu fais 50 millions de chiffre d'affaires et que tu es valorisé 1,5 milliard, et ben c'est pas en faisant 100 millions que tu seras valorisé 3 milliards. C'est pas possible, quoi. Il faut revenir sur des trucs un peu plus cohérents. Voilà. Et sinon, les tips pour lever des fonds que je donne à qui veut l'entendre, il doit y en avoir 3-4. Il faut comprendre que les fonds investissent l'argent d'autres personnes, de leurs LPs. Je sais pas exactement ce que ça veut dire en anglais, mais en gros, c'est des gens qui investissent dans leurs fonds et eux, finalement, déploient leur argent avec une espérance de gain. Et donc, les fonds, ce qui est important dans le process, c'est qu'il ne faut jamais, dans un processus de levée de fonds, parler de valorisation. Il faut parler de dilution. Combien vous voulez comme valorisation, Monsieur Guignot? Écoutez, moi, je suis entrepreneur, c'est vous l'investisseur. C'est pas à moi de définir la valorisation de cette entreprise.
qui est finalement en phase de croissance, etc. Donc qui ne vaudra jamais la valorisation que vous allez en proposer. Néanmoins, j'ai de grosses ambitions pour ma boîte. Et donc, il faut pas que je me dilue trop. Il faut pas que vous me preniez 50% du capital. Sinon, je ne pourrai plus relever des fonds. Si je relève des fonds, je vais être tellement dilué qu'il va me rester 3% de la boîte et j'aurai plus d'intérêt à créer de la croissance et à créer de la valeur. Voilà typiquement le type de réponse qu'il faut apporter au fonds. Et voilà, vous êtes en face de professionnels de l'investissement et eux, ils vont chercher à obtenir un max d'informations, mais la valorisation, c'est pas votre combat et c'est pas à vous de la déterminer. Il existe plein d'autres mécanismes que la valorisation. Vous pouvez céder, par exemple, 50% de votre boîte au moment où vous devez des fonds, mais vous négociez ce qu'on appelle un management package, où finalement, on vous relue avec des packs d'actions. Et on dit, si tu arrives à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on te redonne 1000 actions supplémentaires. Si tu arrives à, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, on te redonne 10 000 nouvelles actions. Ce qui te permet de remonter au capital progressivement en fonction d'achievement business bien concret. Et c'est normal, il faut que les fonds prennent un risque. Donc c'est normal que ça soit bien rémunéré au début, mais c'est normal que si jamais l'entrepreneur est successful, il y a un mécanisme de rétribution et de partage de valeur. Bien. Voilà. Merci pour cette masterclass. Au niveau de ton rôle de CEO. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! L'évolution que tu as eue à titre perso entre 2013 et aujourd'hui, ça a été aussi quelque chose de naturel dans ce rôle-là, dans ton rôle de management, dans ton rôle d'apprendre à déléguer, d'apprendre à structurer des équipes et à bâtir ta vision, ou ça a été une galère pour toi aussi? Alors moi, je suis très mauvais manager, ok. Donc une fois que tu sais ça et que ça ne m'intéresse pas en fait, une fois que tu sais ça, tu délègues. Donc moi, j'avais aucune équipe en direct. J'ai eu le légal et c'est tout. En seul en management, j'étais CEO dans l'État, mais je ne dirigeais que la partie juridique parce que c'était mon domaine. Et tout le reste, c'était dirigé ou co-dirigé par mon associé Flavien. Donc, en fait, la secret sauce, c'est ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Parce que vous allez mal le faire. Et parce que vous allez perdre du temps sur quelque chose que vous aimez faire et vous serez beaucoup bien meilleur. Donc pour moi, c'est ce conseil. C'est-à-dire que j'ai pas, moi, là où j'étais fort, c'est que j'ai toujours été très cash et très au fait sur mes forces, mes faiblesses, ce qui m'amuse et ce qui m'emmerde. Voilà. Et comme je n'aime pas faire ce qui m'emmerde, je le fais pas. Et comme ça va pas se faire tout seul, je recrute des personnes qui le font bien, à qui ça plaît, et voilà. Et le management, moi, mon associé est très bon manager, très bien. En revanche, lui, sur BFM, il est moins pertinent et moins performant que moi. Je vais faire BFM. Et en plus, ça me fait marrer. Discuter avec des fonds d'investissement, des KKR. Mais oui, ça me fait marrer, moi. Parce qu'il faut vendre la boîte. Mais voilà, le management ne veut pas. Donc, c'est un exemple, le management, mais sur tout un tas de sujets, il faut voir la complémentarité qu'on a avec ses associés. Voilà, si on est associé, quand on est tout seul, moi je suis absolument admiratif des entrepreneurs seuls, parce que moi je n'y serais jamais arrivé seul. Et aujourd'hui, je n'investis pas dans une boîte gérée par une seule personne. C'est la complémentarité des profils qui font la réussite d'une boîte. Et ça, c'est hyper important. Et donc voilà, soyez juste au fait sur ce que vous aimez faire et ne pas faire. Et faites ce que vous aimez, recrutez des gens qui vont faire ce que vous n'aimez pas faire. Bien. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de t'entendre aussi, c'est sur ton équilibre pro-perso. On en a parlé déjà dans le passé, mais moi j'ai 4 enfants, j'ai une boîte de 200 personnes. Toi, tu as une boîte beaucoup plus grosse, même si t'as un peu moins d'enfants aujourd'hui. Mais t'arrives à préserver tes week-ends, t'arrives à préserver tes soirées. Comment t'arrives à te mettre c'est une grosse discipline, c'est quelque chose que t'as défini dès le départ, mais comment on fait pour se préserver autant? Mais moi, je suis incapable de bosser le soir et de bosser le week-end. En fait, j'ai même envie de retourner la question à ceux qui le font, mais comment vous faites? Comment vous tenez? Moi, si à 19h le soir, je suis pas à la maison avec ordinateur fermé avec mes enfants et ma femme, mais le lendemain, t'arrives à cutter et à te dire que toutes les idées que tu peux avoir parce que tu suis un meeting, t'as eu un call, machin truc, tu notes tes idées, t'as pas envie de t'embarquer dessus.
Mais non, parce que je travaillerai demain. Je vais travailler demain. En fait, il y a aucune raison, il y a aucune urgence. Tu vois, moi, je suis persuadé aussi des problèmes qui se résolvent par eux-mêmes. Il y a un moment, on avait tellement de merde avec handicap, tellement de sujets de procès, etc. Je pouvais pas tout gérer. Donc, j'ai priorisé, puis la plupart des problèmes se sont réglés par eux-mêmes. Et donc là, réagir à chaud, agir à chaud. T'as une idée, tu le fais tout de suite. C'est, à mon avis, le meilleur moyen de perdre du temps. Attends, vas-y, dors dessus, puis on verra si c'est toujours une bonne idée demain. Ben là, t'envoies un message, tu draftes un truc, etc. Mais en fait, nous, on a traversé tellement de galères avec le handicap que si j'avais pas eu cet équilibre-là, j'aurais arrêté. C'est simplement parce que j'ai réussi à faire des breaks le soir et des breaks les week-ends et prendre des vacances que j'ai réussi à tenir. Et pour ça, il faut avoir une stabilité dans sa vie personnelle qui est assez forte et assez présente. Parce que tu as besoin d'une soupape. Tu traverses tellement de galères, en handicap, on a des procès en tous les sens. Quand on n'avait pas de chiffre d'affaires, que des procès avec des fonds d'investissement qui disent bon, j'ai l'impression qu'on va perdre notre pognon, il serait temps de se bouger les gars, mais c'est l'enfer. Mais le soir, en fait, c'est un mécanisme de défense. Je n'avais pas d'autre choix que le soir de mettre ça de côté. Alors évidemment, t'en parles un peu avec ta femme, etc. Mais bon, très vite, tu fais la part des choses et puis sinon ça ne marche pas. Ouais, mais je t'avoue que je suis assez admiratif. Plus urgent. Non mais il y a en fait et tu relativises. Moi, c'est mes équipes. Parfois, je leur dis mais ça, j'avais peur, machin, un risque, je sais pas quoi. Mais c'est quoi le risque? Si jamais je t'ai confié assez de responsabilités pour que tu tues la boîte, le fautif c'est moi. Donc vas-y, éclate-toi, essaye cette idée. Ça se trouve c'est nul, ça se trouve c'est génial. Et en fait, relativisons. Si jamais cette idée je l'écris pas, bah tant pis, j'ai perdu l'idée, puis c'est pas grave. Tu vois, il y a ce qui est certain, c'est que se réveiller à 50 ans, voir tes enfants qui se barrent de la maison et de dire mais en fait j'en ai pas profité, je suis un inconnu pour mes enfants. Là, c'est irrémédiable. Et en fait, c'est une question de priorisation. C'est-à-dire que moi, tu vois, ici, même s'il y a des merdes, parce que handicap, on tapait des procès, qu'on avait plus d'argent pour payer les salariés, etc. Je te cache pas que c'était compliqué. Et après, tu escalades. Tu fais ok, mais en fait, personne va mourir. Ok, c'est l'argent d'investisseurs, hein. Donc c'est leur métier de perdre de l'argent. Hein, soit bien clair, c'est toute une partie de leur métier d'investir dans des boîtes, ils reverront pas leur fric. Bon, voilà, je mets personne dans le besoin. Tant que je fais les choses avec éthique, etc., il n'y a aucune raison de stresser. Moi, personnellement, j'avais mis 2500 € dans handicap. Je me serais bien marré. J'ai perdu 2500 €. Je me serais bien marré, je me suis payé un salaire. Tu vois, tout le monde dit, mais comment t'as fait pour tenir? Mais comment t'as fait pour tenir? Mais je jouais avec l'argent d'autres personnes. J'étais payé plus que si j'étais salarié. Et je me suis fait un réseau extraordinaire. Et j'ai appris 3 fois plus que si j'étais salarié. En fait, où est-ce que je perdais à continuer? Elle était où, la mauvaise carte? Il y avait que des bonnes cartes. J'ai un carré d'as dans les mains. Mais je continue. Il y avait aucune raison. Si t'arrives à faire la part des choses et que tu prends un tout petit peu de recul en disant, mais, c'est comme ça, je sais pas, ça va mal. Un jour, si Ornicar disparaît, Ornicar disparaît. C'est pas du tout la route qu'on est en train de prendre. Enfin, au bout d'un moment, si Ornicar disparaît, personne va mourir. Ok? Voilà, donc moi, c'est vraiment la philosophie en disant, quand on me dit, c'est ton bébé, je dis, non, je vous arrête tout de suite. Ornicar, c'est un outil de travail pour devenir riche. Ok? Ça, c'est Ornicar. Moi, mes bébés, j'ai 3 enfants, et c'est ça, mes enfants. Et ne confondons pas tout. Et si tu confonds tout, tu crames, je pense. Et ta femme dans la boîte, c'était une bonne idée, ça, au final, ou pas? Parce que c'est une question que je peux. Alors, ma femme dans la boîte, se poser. Ouais, ma femme dans la boîte. C'est pas évident de se couper le soir. C'est encore moins évident. Ouais. C'est encore moins évident quand tu lances ta boîte, tout le monde ne te parle que de ça. Alors, surtout quand t'es un peu médiatisé, etc., avec des procès et tout. Pendant 3 ans, tout le monde te parle que de ça. Ta famille, ta belle famille, tes potes, etc., les potes de ta femme, tout le monde ne te parle que de ça. Tu arrives dans un dîner, tout le monde va te parler que de ça. Et donc, ce qui fait que, quand on parle de ça, on parle pas de la vie professionnelle de ma femme, de la vie sociale de ma femme. Donc, elle est vite dans l'ombre. C'est pesant. Bah ouais, évidemment. Et puis, tu vois, auprès de sa famille et tout, c'était un peu pesant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, le meilleur moyen, c'est que quand on parle d'handicap, elle puisse aussi y répondre. Et donc, c'est pour ça que on a pris la décision tous les deux avec Flavien, mon associé, qui était d'accord avec ça, en disant, là, on a personne pour gérer tout ce qui est finance et admin. Donc ça te va si ma femme rejoint la boîte. Et donc elle nous a rejoint pendant 18 mois, ce qui fait qu'elle connaissait quasiment la boîte mieux que moi parce qu'elle était admin finance. Et donc t'arrives à un dîner, on te parle d'handicap et elle peut presque avec plus de légitimité répondre à certaines questions que moi. Et donc le problème était réglé. Et bon, fallait pas que ça dure des années, hein.
Ça a duré 18 mois. Après, on a eu notre premier enfant et elle est partie à ce moment-là. Et c'était top. Voilà. Ça permettait de finalement de l'inclure dans ce projet qui prenait beaucoup de place sur notre vie perso. Et voilà. Mais il y a certainement d'autres idées brillantes pour ça. Moi, c'était ta façon de gérer le truc. Ok. On parle de la suite. Quelques minutes. Je sais pas si on peut en parler ou c'est un peu tôt. Tu vas te relancer forcément. Tu peux pas te. Ouais, ça dépend quand on sort le podcast. Mais... on le sortira quand il faut. Si on le sort quand il faut, oui. Cet été, quand j'ai été voir KKR, etc., j'ai dit voilà, il faut que Philippe devienne CEO. Je me dis parfait, je vais en profiter. Et ma fille arrive, mon troisième enfant, et je vais pouvoir prendre le temps, etc. Et puis en fait, j'ai trop besoin d'être stimulé intellectuellement. J'ai trop besoin d'entreprendre. Et quand la fenêtre s'est ouverte avec la possibilité de monter une boîte tout en continuant à aider Ornicar dans son déploiement sur ces quelques missions qui me sont encore attribuées, en fait, naturellement et spontanément, je suis reparti sur un autre projet. Et donc là, je travaille effectivement en ce moment avec 2 associés sur un projet, évidemment qui n'est pas concurrent d'Ornicar, ça c'est dans la documentation juridique, mais de toute façon, je n'en ai aucune envie. Faut oublier qu'aujourd'hui, 85% de mon patrimoine, c'est les actions d'Ornicar, donc j'ai tout intérêt à ce que ça fonctionne. Mais j'avais besoin de monter autre chose, j'avais besoin d'aller sur d'autres sujets, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de tester aussi ce que ça voulait dire, second time founder. Tout le monde dit, second time founder, c'est incroyable. Donc, entrepreneur pour la 2e fois. Mais ça veut dire quoi, c'est incroyable? Et donc là, je suis en train de m'expérimenter sur, en fait, c'est du réseau, c'est des réflexes, c'est des vérités générales liées à l'exécution. Comment on fait pour exécuter? Quelle est la clé de la réussite? Est-ce que c'est la réflexion de l'exécution? C'est clairement l'exécution. Et puis, tout ce que ton réseau peut t'apporter. Tu lances une boîte, quand tu connais rien, il faut que je trouve un avocat, il faut que je trouve quelqu'un qui va me développer mon site. Comment je fais pour le deck d'investissement? Qu'est-ce qui va le designer? Je crois qu'il y a des aides, je crois que ça s'appelle la banque publique d'investissement. Comment je peux faire pour trouver ça, etc. Moi, tu prends mon téléphone. Mon téléphone, c'est une liste de contacts et j'ai toujours le meilleur contact pour la meilleure mission. Pour chaque mission. Et donc, tout va 100 fois plus vite. Trouver un avocat, trouver un conseil pour BPI, trouver un designer pour le deck, comment on structure un deck, trouver un développeur qui va développer la première version de ton site, etc. Et donc, tout va beaucoup plus vite. Et donc voilà, donc ce nouveau projet qui va apparaître là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir le podcast, mais qui apparaîtra début d'année 2023, l'objectif de travailler sur toute la partie pouvoir d'achat des plus de 60 ans. J'ai travaillé sur le pouvoir d'achat des 18-25 ans pendant 9 ans avec Ornicar et je voulais changer de cible. Et aujourd'hui, il y a une cible qui me touche particulièrement, ce sont les plus de 60 ans, donc les gens qui vont arriver à la retraite avec des pensions pas très lourdes, avec un état de santé impeccable. 60 ans, on est extrêmement jeune. Finalement, on arrive dans l'âge d'or, on n'a plus les contraintes professionnelles et en même temps, on a la forme physique, mentale, l'aptitude à gérer Internet, les smartphones, etc. Ce qui fait qu'à 60 ans, mais t'es en pleine force de l'âge, tu te retrouves à la retraite avec des pensions qui massacrent ton pouvoir d'achat. Et donc, pourtant, t'es assis sur des actifs immobiliers qui sont relativement importants et qui te permettraient, avec des systèmes comme le viager ou tout autre système équivalent au viager, parfois plus intéressant, de profiter et de tirer la valeur de ton bien immobilier pour pouvoir profiter de ta vie, léguer à tes enfants plus tôt, etc., tout en conservant la jouissance de ton bien, ce qui est très important. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis très vite partir sur tout ce qui est assurance santé et protection. Donc ça va être clé parce que c'est les dépenses qui grandissent avec l'âge, tout ce qui est santé. Et finalement, quand tu es salarié, tu es dans une entreprise qui te paye une mutuelle. Quand tu es retraité, tu n'as plus de mutuelle. Donc il faut que tu t'équipes, etc. Et ça peut être parfois un tout petit peu anxiogène. Donc voilà, l'idée étant d'accompagner les plus de 60 ans dans tout ça, dans trouver plus de pouvoir d'achat, bien s'assurer, etc. pour finalement jouir du meilleur moment de leur vie. Et ça, j'en suis absolument convaincu. T'es jeune, c'est cool, t'as une belle force d'âge, mais t'as pas un rond. Tu dois te ruiner pour payer ton permis de conduire, etc. Sauf si tu vas chez Ornicar. Après, tu bosses, tu t'endettes pendant des années pour acheter ton bien immobilier. Donc, tu cravaches. T'arrives à la retraite. Tu dis, attends, 60 ans, je suis une boule de feu. Allez, maintenant, je vais m'amuser. Ah merde,
Ma pension de retraite, c'est moitié moins que mon salaire. Oh là là, l'enfer. Et voilà. Donc, il y a une vraie problématique d'équation démographique et économique qui fait que de toute façon, en 1970, pardon, il y avait 3,5 actifs pour payer une retraite. En 2022, tu as 1,6 actifs pour payer une retraite. Et donc, bientôt, il y aura moins d'actifs que de retraités. Donc, l'argent ne poussant pas sur les arbres, de toute façon, il va falloir trouver des alternatives économiques solides. Et forcément, le marché de l'immobilier détenu par les gens de plus de 60 ans, c'est 3,3 trilliards, ou trillions, même plus comment on dit, 1000 milliards. 3300 milliards d'euros. Bon, ça semble être une alternative. On sent qu'il y a un truc sympa à faire derrière, ouais, clairement. Et là, le projet est ficelé, l'idée est ficelée, c'est prêt à être lancé. Ah mais c'est même plus que ficelé, c'est-à-dire que je suis encore une fois un bulldozer. Donc tout va sortir en même temps. Le site est en déploiement, le deck est quasiment finalisé. Tout ça a pris 2-3 semaines. Et parce qu'il y a un time to market, la réforme des retraites va occuper une grosse partie du paysage médiatique pendant les 2 prochaines années. Et donc je ne veux pas louper ça. Et donc moi je suis convaincu qu'il faut très vite occuper l'espace. Je ne crois pas aux entrepreneurs qui déploient le site parfait dans leur cave et qui les jours où le sortent sur le marché, c'est un succès. Ouais, faut être en retard. Évidemment, ils sont passés. Faut être en draft. Ouais. Non mais c'est de l'itération. Là, le site qu'on sort, ça m'a coûté 8000 balles. Il y a 3 pauvres pages. Putain, mais on explique le concept, on pose la marque et on commence à saisir les besoins de nos utilisateurs parce que aujourd'hui c'est que de l'imaginatif. De quoi vous avez besoin? Il y a tellement de cas, etc. Et il faut très vite aller sur le marché, se confronter à ses clients. Et c'est vraiment la clé. Alors, pour tous les conseils d'entrepreneurs, évitez de passer 6 mois à développer votre site web. C'est carton rouge. Carton rouge. Passer ce temps-là avec vos prospects, quoi. Avec vos clients, vos prospects. Exactement. Testez votre site. Et c'est pareil, les entrepreneurs qui disent, je ne veux pas parler d'idées parce que, là, je sens que j'ai un gros truc. Le mec, mais t'es un ouf, toi. Pour qui tu te prends? Là, tu penses que t'as une idée que personne d'autre n'a eu? Non, mais t'es cinglé. Évidemment, parle-en à chaque personne à qui tu vas en parler. Il va te la critiquer, il va te la massacrer ton idée, mais c'est des audits gratuits. Tout ça, c'est des gens qui challengent ton idée. Et donc, toi, il faut que tu sois sûr de toi. Il faut que tu aies les éléments de réponse. Et quand t'as pas les éléments de réponse, tu dois traiter leurs demandes, traiter leurs points, traiter leurs objections. Et mais surtout, partage ton idée. C'est pas l'idée qui fait le succès d'une boîte. C'est l'exécution. Ça fait 100 000 fois que tout le monde le dit. Ça vient pas de moi, évidemment. C'est-à-dire qu'une idée, il faut se dire que moi, peut-être que ma prochaine boîte, ça serait de l'emballage de crottes de chiens en papier recyclé. Et je veux démontrer qu'avec une idée toute pourrie, on peut faire une énorme boîte. Bon, là, c'est pas le cas. Le marché est énorme et l'idée est effectivement, l'idée est bonne. Je trouve assez sexy. Mais un jour, je le ferai pour démontrer par l'exemple que l'idée ne vaut rien et c'est l'exécution qui fait tout. Bon, voilà. Eh ben, merci pour ces feedbacks. Quelques questions rapides avant de se séparer. Ta plus grande fierté jusqu'ici, dans ce projet ou dans la vie? C'est de pouvoir aujourd'hui être payé à ma famille et mes enfants à peu près ce qui nous fait plaisir en vacances, en tout quoi. C'est très matériel, mais j'ai un sentiment de fierté pour pouvoir aujourd'hui me dire que mes enfants ne manquent de rien. Est-ce qu'il y a un truc que tu as appris? Enfin, bien sûr que tu as un truc que tu as appris, la question est mal posée, mais quel est le truc, le learning principal depuis le lancement d'Ornica? En gros, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est trop bon, trop con. Je le savais, c'est une expression qu'on t'entend quand t'es jeune, mais aujourd'hui, pour Ornica, elle a été plus vraie que... Tu l'as vécu, quoi. Je l'ai vécu 20 fois dans le management, dans mes interactions avec l'administration, etc. Et ça, il faut pas être trop gentil, sinon les gens te bouffent. Voilà. Okay. Et certainement que moi je bouffe les gens trop gentils. Encore une fois, je n'attaque pas ceux qui bouffent les autres parce que je suis certain, même c'est pas certainement, c'est certain que je bouffe les gens trop gentils. Et donc il faut pas être trop gentil. Est-ce qu'il y a une boîte tech qui t'inspire dans son exécution justement aujourd'hui? Oui, je ne connais pas par cœur leur fonctionnement, mais en gros, les ministres du numérique disaient il y a un an, il faut que la France compte, l'Europe compte au moins 10 boîtes qui valent plus de 100 milliards d'ici 2030.
Je pense que toujours comme pour la course à la licorne, un peu une idée con de faire des courses aux valorisations. Mais je me disais, valoir 100 milliards, quelle boîte peut y arriver? Il faut changer le monde pour valoir 100 milliards. Et aujourd'hui, dans l'ensemble de l'écosystème français, pour moi, il y en a une qui peut changer le monde. C'est Doctolib. Doctolib collecte tellement de données sur la santé, etc. Ils ont une exécution tellement incroyable. Ils rachètent des boîtes, c'est intégré, tout ça sous le haut commandement de leur CEO, qui fait partie des rares spécimens, je pense, à être capable de scaler une boîte à des niveaux stratosphériques. Alors même que je ne connais pas Stanislas, je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais parlé avec lui, mais tout ce que j'entends, c'est une masterclass de CEO-ship. Voilà. Du grand niveau. T'as une rencontre justement que t'as faite qui t'a marqué? Oui, il y en a une qui m'a marqué. Hollande quitte le pouvoir, Emmanuel Macron arrive au pouvoir, et puis nous sommes contactés par l'Élysée. La dernière fois que j'ai été contacté par l'Élysée, ça s'était mal passé. Et là, bon, on y va et tout. Et puis le président Macron veut se mettre au service des entreprises, tout type d'entreprises, etc. Donc, il nous a demandé de voir un panel d'entreprises pour estimer ce qu'on pourrait faire pour vous aider à vous déployer pour l'intérêt des Français, etc. Lunaire. L'administration, l'Élysée, se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner le développement de nos entreprises françaises, dont Ornica. Donc là, je sors ma liste, j'en profite. Et à la fin de cet entretien, je suis accompagné sur le parvis des marches de l'Élysée. C'était un conseiller, c'était pas Emmanuel Macron, mais c'était un conseiller. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais bref. Et là, ils arrivent et la personne me dit, bon, la seule chose que le président vous demande en échange, ça y est, ça savais bien qu'il allait avoir une contrepartie, c'est une fois que vous aurez fait fortune en France, vous restez en France et vous payez vos impôts. Vous n'oubliez pas qui vous a permis de gagner cet argent. Et vous ne partez pas mettre vos comptes à l'étranger, etc. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant en disant, mais en fait, c'est exactement ça. C'est du win-win. Tu vois, mais si on arrive, si l'État, si l'administration fait en sorte que aide les entreprises à être de plus en plus successful, à prospérer, etc., il est normal qu'en contrepartie, quand tu gagnes de l'argent, tu restes et tu payes tes impôts et tu gueules pas. Et alors moi, maintenant, c'est devenu un sujet. Et à chaque fois, je me dis, putain, allez, les impôts, c'est beaucoup. Mais en même temps, sans la France, qui est destinataire de ces impôts, et ben, je n'aurais pas d'impôts payés parce que je n'aurais pas de revenus. Et voilà. Et donc c'est une réunion, un rendez-vous qui m'a marqué pas par la personne, mais vraiment par le message, par l'acte et le message. Et j'ai trouvé que c'était assez puissant. Tu fais comment pour maintenir ta culture tech, ta culture entrepreneuriale et managériale aujourd'hui? Tu as des sources d'apprentissage? Non, je n'entretiens rien. Je déjeune. D'ailleurs, ça se voit malheureusement. Je déjeune beaucoup. Et je déjeune avec tout le monde. Et donc, tous mes déjeuners, tu vois, là, jusqu'au 27 janvier, je n'ai plus un déjeuner de plus disponible. Ok. Je vois plein de gens. Et c'est des gens que tu sollicites toi ou qui te sollicitent? Les deux. Et je vois des gens, mais je suis sollicité sur LinkedIn. Alors, je sais pas à chaque fois, parce que si les gens m'envoient toujours des messages sur LinkedIn, tu vas l'autre jour, il y a une personne qui est un étudiant sur LinkedIn et qui dit mais moi, j'aime beaucoup le parcours, je vois monter ma boîte, mais je suis un peu paumé, etc. En même temps, mon déjeuner s'annule. Je dis viens, on déjeune ensemble. Et donc j'ai passé 1h30 à déjeuner avec lui, c'était super. Et évidemment, ça m'a appris plein de choses, qu'il était en pharma, etc. Et voilà, bon, donc je sais pas si j'ai pas un objectif de maintenir à jour quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup je déteste les événements. Je déteste les grands rassemblements, etc. où finalement tu vois tout le monde, mais personne. Enfin, mais finalement tu vois plein de monde, mais tu ne vois vraiment personne. Et tu peux pas échanger parce que un tel va voir quelqu'un de plus intéressant, donc voilà, machin. Ce qui me rend absolument dingue. Et donc maintenant, moi, je ne fais que des one-to-one. Que des déjeuners, des cafés, etc. Et donc, je passe ma vie dans les restaurants et cafés parisiens à échanger avec des gens qui ont des problématiques plus ou moins similaires aux miennes et dans différents secteurs, différents marchés, et c'est passionnant. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Écoute, je regarde mon téléphone, non, rien d'original. Moi, je travaille que par WhatsApp. Enfin, je fais tout par WhatsApp. Et je trouve ça, et Slack aussi, mais en fait, mes associés, etc. Je vais même pas sur Slack, je préfère WhatsApp. Et donc, c'est un outil de travail qui est pour moi très important.
Il y a une personne qui évolue dans le monde de la tech justement que tu as pu croiser et qui a un parcours assez inspirant et pas mal de choses à raconter que je pourrais inviter à ce micro. Ouais, il y en a, oui, évidemment, des gens inspirants dans la tech. La tech n'est composée que de gens très inspirants. Non, un mec qui est très fort. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est Aurélien Demeaux, un mec qui a cofondé Cheers, boîte d'impression photo de Facebook, etc. Et puis ensuite, là, qui est sur un nouveau projet hyper ambitieux, qui a fait une levée de 160 millions il y a quelques mois, et qui s'appelle Electra. Et donc, oui, bien sûr. L'électrification des bornes. Sacré challenge, oui. Ah. Et ben, c'était la dernière question. Benjamin, je vais te laisser là. Écoute, j'espère que c'était pas trop mal. C'était pas trop mal, je te confirme. C'était hyper intéressant. Ça donne envie de continuer, de dérouler toutes les questions qui me restent, mais on va s'arrêter là et on reprendra ça les prochains mois parce que tu auras encore plus de trucs à nous raconter, je pense. Ouais. Carrément. Et ouais, je te dirais quand publier le truc, mais a priori autour du 15 janvier, ça devrait être bon. Et je te confirmerai si ça te va. Eh ben, canon. À bientôt. Au revoir Geoffrey, merci Ciao, encore. Benjamin. C'était cool de t'avoir. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.